Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale puisqu'on fait la grande preview de cette Coupe du Monde 2025 qu'on attend depuis un bail, que j'attends depuis un bail parce que voilà, j'avais fait la Coupe du Monde 2021, mais reportée en 2022 en Nouvelle-Zélande et là voilà, j'avais adoré cette ambiance et je suis super content qu'on ait ça en Europe, qu'on ait ça sur des horaires qui peuvent permettre au public français d'aimer, de voir, d'apprécier le rugby féminin. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles je suis super heureux et c'est pour ça qu'on va faire la grande preview aujourd'hui. Avant ça, évidemment, pensez à vous abonner. Il y a quelques vidéos encore qui vont sortir. Il y a encore cette vidéo qui va sortir et la suivante pour les 10 joueuses à suivre durant la compétition. Puis après, ce sera sur des débriefs, previews des matchs de l'équipe de France ou des débriefs des journées, etc. Donc voilà, pensez à vous abonner, mettez un commentaire si vous avez des remarques, des précisions, si j'ai dit une connerie, parce que ça arrive. Le rugby féminin, c'est pas assez médiatisé pour que je connaisse tout sur le bout des doigts, même si j'aimerais beaucoup. Et donc, les erreurs, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Pensez à vous abonner. Et je serai le premier heureux si vous mettez une correction dans les commentaires. Parce que des fois, il y en a besoin. Bon, d'abord, plusieurs particularités, présentation générale de cette compétition. La première chose un peu bizarre, c'est que à cause du Covid, on est sur un cycle de 3 ans. C'est-à-dire que la compétition devait prendre place à l'automne 2021, ça a pris place à l'automne 2022. Donc entre 2022 et 2025, si vous faites la soustraction, il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans d'écart, ce qui est un peu plus court que d'habitude. Les équipes arrivent peut-être un peu moins préparées. Hem, mais en termes de professionnalisme, en termes, d'événementiel, en termes de billetterie, en termes de niveau de jeu, en termes de bon, je vais pas faire toute la liste, mais en termes de plein de choses, ça va être la plus grande coupe du monde féminine, enfin une coupe du monde de rugby féminin de l'histoire, pour tout ça et je suis vraiment super excité, d'y assister. Évidemment, il y a des possibilités de battre des records, notamment sur les billetteries. On sait que le record pour, un événement de rugby féminin, c'est les JO. C'était l'année dernière, on était à 66 000 et des brouettes avec les nouvelles configurations du Stade de France pour les JO. Là, si la finale, par exemple, à Twickenham, c'est 80 000, bah, tu bats le record. Donc, tu peux avoir quelque chose d'assez énorme pour le rugby féminin. Et puis voilà, l'autre énorme changement, c'est ça, je l'ai pas introduit avec, mais j'aurais pu, c'est le changement de format. On passe pour la première fois de 12 à 16 équipes. On va avoir une compétition à 16 équipes, 4 poules de 4, alors qu'avant c'était 3 poules de 4 avec les 2 premières qualifiées de chaque poule, plus les 2 meilleurs troisièmes des 3 troisièmes. Enfin bref, c'était un format un peu plus compliqué. Là, c'est vraiment les 2 premières de chaque poule se qualifient et après ça part en quart de finale. Ce qui est, ma foi, un peu plus simple et ce qui prouve aussi que le rugby féminin se développe parce que on aurait très bien pu la jouer safe et avoir encore une Coupe du Monde à 12 équipes, mais grâce à ça, on peut avoir des nations qui galèrent un peu moins pour y rentrer et avoir des nouvelles équipes, par exemple avec le Brésil qui fait sa première apparition, les Fidji qui avaient joué la première fois en Coupe du Monde l'année dernière, les Samoa qui ont assez peu joué de mémoire. Enfin, ça ouvre un petit peu des brèches, ça ouvre des espaces pour des pays peut-être auxquels on s'y attend pas en rugby masculin. Exemple, le Brésil. Bon, le Brésil, quand tu compares au rugby masculin, c'est encore très loin d'être en Coupe du Monde, même si c'est possible, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a quand même cette Coupe du Monde en 4x4. Alors, de mémoire, ça change pas le temps de compétition, vu que quoi qu'il arrive, tu as 3 matchs de poule, plus 3 matchs de phase finale, donc sur la longueur, c'est 6 semaines de compétition. Mais peut-être que on verra comment ça se goupillera, peut-être que les équipes habituées. Mais donc on va voir cette compétition qui, donc nouveau format. Moi je pense que ça va pas changer grand-chose pour les équipes. On verra ce que ça donne encore une fois. Petite précision par contre pour les phases finales, ça c'est un truc que je me suis dit tiens, ce serait intéressant de le noter. En cas de prolongation, qu'est-ce qui se passe s'il y a un match nul? Eh ben ce sera demi-temps de 10 minutes, donc 20 minutes de temps de jeu, un match à 100 minutes. Si c'est toujours le même score, tu as 10 minutes de mort subite, c'est-à-dire que la première équipe qui marque un point gagne le match. Et si tu es encore à égalité à la fin de cette mort subite, tu vas au tir au but. Donc tu peux avoir 110 minutes de temps de jeu plus une séance de tir au but, ce qui, je pense, va être. Alors, ça peut être un objectif criant, mais éviter ces genres de prolongations-là parce que ça peut te ruiner la suite de la compétition. Donc voilà. Après, sur l'aspect économique, je vais juste dire un truc. Je pensais honnêtement que
La Coupe du monde 2021 allait être rentable. On avait posé la question en conférence de presse à la directrice de la compétition à l'époque. Elle avait dit non, mais que celle-ci pourrait être la compétition, la première compétition rentable en gros du rugby féminin. La Coupe du monde, pardon, rentable du rugby féminin. Donc on va voir si ce sera le cas. Peut-être qu'avec les billettes, etc., tout ce que j'ai expliqué avant, ce sera le cas. Mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des équipes, on va parler des effectifs, on va parler de tout ça parce que c'est... Voilà. Je vous le répète encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc contrairement à ce que me permet le rugby masculin, je ne peux pas connaître par cœur tous les effectifs, toutes les joueuses, etc. Donc forcément, il y a des équipes que je connais moins, mais j'ai à peu près une idée globale de tout ce que les équipes peuvent fournir. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. On va commencer par la poule A. La poule A, on va commencer par l'Australie. L'Australie qui est une équipe assez intéressante. Seul problème, ils ont perdu Charlotte Caslick, qui s'est fait opérer de la cheville. Ils l'ont remplacé par Manua Moleka, qui est une jeune centre de 18 ans. Je sais pas si c'est la plus jeune, mais je crois que c'est la plus jeune, vu qu'elle est née. Ah non, je crois que. Je me pose la question, c'est pas Moleka ou Marie Morland en France, qui est la Benjamine de la compétition, mais bref, c'est pas le sujet. On a quand même un groupe australien qui est intéressant, il y a de l'expérience, il y a quand même des joueurs super intéressants de prise du Sevens. Alors je pensais à Kaslik, mais Inns, je crois qu'elle faisait du Sevens aussi. Je crois que Maya Stewart à un moment faisait du Sevens aussi. Donc c'est une équipe qui est intéressante pour moi, l'Australie, mais on l'a vu sur le dernier Pacific Four, qui est le Pacific Four, en gros, c'est une espèce de rugby championship, mais avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada et les USA. On voit quand même qu'il y a un énorme gap entre la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie et les USA. Je dirais même qu'il y a encore un gap entre l'Australie et les USA. Mais voilà, cette équipe australienne, elle va être intéressante. On va voir, je pense qu'ils finissent deuxième normalement de la poule, donc ils devraient être en quart de finale. Mais pour ce qui est du reste, voilà, on verra ce que ça donnera. Mais ils ont la capacité d'aller en phase finale. Après, pour ce qui est du reste, voilà. Après, si je devais vous dire de surveiller des joueuses, Carpani qui a fait une grosse saison avec les Reds, j'ai regardé quelques matchs en replay, qui fait une grosse saison, la pilier. Derrière, Marsters, qui de mémoire j'avais vu. Alors, Marsters et Palus sont pas mal, mais Marsters, je crois que je l'avais vu quand j'étais en Nouvelle-Zélande durant la compétition, etc. Donc, elle m'avait pas mal impressionné. Inns, que j'aime beaucoup. Stewart, évidemment. En 10, on m'a dit aussi de surveiller Moleka. Alors, je sais pas si oui, ils ont de la même famille. Putain, on a une joueuse de 17 ans, j'avais pas tilté. Bah, ça doit être elle, la Benjamine de la compétition, j'ai même pas tilté. Et après, pour ce qui est, je crois qu'on m'avait dit aussi que Miller, qui est pas mal. Mais pour ce qui est voilà, de l'Australie, malheureusement, je ne m'y connais pas autant que les Wallabies. Donc sur ce point-là, on va découvrir des joueuses. Moi, j'ai à peu près une idée de ce qu'elles font. Piper Duck aussi, pardon. Mais Piper Duck aussi, qui est une très bonne joueuse. Et voilà, cette équipe australienne dans la forme, de mémoire, c'est pas ouf. Je crois qu'ils viennent de gagner difficilement contre le Pays de Galles à domicile sur un match de prépa. Ils font un Pacific Four Series. Alors, ils ont perdu aussi contre les Black Ferns. Ils ont fait un Pacific Four qui était moyen. Donc, la forme est correcte, mais pas ouf. Donc, voilà, cette équipe australienne, on verra ce que ça donnera. Ensuite, l'Angleterre, évidemment. Bon, la France a appris à ses dépens que l'Angleterre est très en forme. On l'a vu sur le match à Mont-de-Marsan. Je sais pas quoi dire sur cette équipe anglaise parce que c'est la grande favorite de la compétition. Ils ont le meilleur effectif du monde. Si tu fais au cas par cas, c'est les meilleures joueuses, etc. Après, on verra pour ce qui est du collectif, du choc, de l'aspect mental, etc. Mais c'est tout simplement la meilleure équipe du monde. Moi, il y a une joueuse que j'apprécie particulièrement, c'est Maddie Feonati, troisième ligne, néo-zélande. Alors, elle est née en Angleterre, elle est partie en Nouvelle-Zélande faire ses études, elle est revenue, elle a signé avec Exeter, qui est une joueuse absolument impressionnante, que j'aime beaucoup. Derrière, normalement, vous connaissez Ellie Kildune, qui est la meilleure joueuse du monde en titre, mais j'aime beaucoup sa remplaçante aussi, Emma Singh, qui est absolument énorme. Abida aussi, elle est quand même sur une très très grosse saison, notamment sur la dernière destination où elle avait été vraiment pas mal.
Voilà, c'est une équipe anglaise qui, à mon sens, va rouler sur sa poule, va rouler sur son quart de finale. Est-ce que ça ira au titre? Moi, je pense qu'elles iront en finale. On verra contre qui. Si vous êtes un connaisseur, vous savez qui doit les rencontrer en demi-finale. On en parlera après, évidemment. Et c'est une équipe, franchement, l'Angleterre, qui est sur une énorme frustration. C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande les a battus sur la dernière finale de Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était un match exceptionnel. Elle les bat alors que là aussi c'était les favorites, un peu pas à la surprise générale parce que tu avais tout un Eden Park qui était en feu pour les applaudir. Mais ils ont quand même bâti ce cycle de 3 ans sur cette frustration de ne pas avoir remporté ce titre qui leur était offert. Donc évidemment ils ont tout déchiré, les 3 6 nations, etc. Mais ils ont quand même bâti donc cet effectif pour n'avoir aucune faiblesse. Qu'importe le match, même les matchs où ils vont faire tourner, etc., elles n'auront aucune faiblesse, normalement. Donc, on verra, on va identifier les équipes qui peuvent les tomber. À mon sens, il y en a 2. On verra ce que ça donnera. Mais voilà, j'ai parlé de cet immense sentiment de frustration. C'est un peu ce qui ressortait dans les interviews que j'ai lues au fil des années, etc. La déception de ne pas avoir remporté ça. En sachant que la Nouvelle-Zélande avait déjà remporté 2017. Donc ça fait depuis 2014, donc ça va faire 11 ans que l'Angleterre n'a pas remporté de titre, pardon. Et ça ferait vraiment tâche pour l'Angleterre de ne pas remporter cette Coupe du Monde, en sachant que c'est à la maison, que l'Angleterre c'est le pays du rugby féminin avec des clubs quasiment tous semi-professionnels, un nombre de joueuses exceptionnel au mètre carré qui est fou. Donc cette compétition, normalement, elle est pour l'Angleterre. Ensuite, dans la poule, avec les Australiennes et les Anglaises, on a les Samoa. Je vous avoue que je peux pas vous dire grand-chose sur ces Samoa. Moi, je me souviens avoir vu un match de 1-15 3, donc la 3e division du 1-15 avec elle. C'est intéressant, mais voilà, c'est les caractéristiques typiques d'une équipe qui manque de structure, qui manque de moyens, qui... ça va être dur. Après, c'est une équipe, voilà, elle a des joueurs super intéressantes. Il y a des joueuses qui jouent en Nouvelle-Zélande, vous voyez à droite. Il y en a qui jouent à Canterbury, Contis Manuko, Hawke's Bay, Auckland. Il y en a quelques-unes, évidemment, d'autres qui jouent à la maison. Les Pays Pacifica aussi qui fournissent quelques joueuses. Voilà, des joueuses qui jouent soit au niveau amateur en Nouvelle-Zélande, soit au semi-pro, donc avec les provinces, Wellington, Auckland, Contis Manuko, etc. Après, pour ce qui est du niveau intrinsèque, j'avoue que le 1-15, c'était il y a... c'était quoi? C'était en novembre dernier, donc j'avoue que peut-être que ça a changé depuis, mais voilà. Et tout ce que je sais, c'est que les Samoa ont fait un match de préparation face aux Fidji, un match de 90 minutes à 3 mi-temps pour jouer toutes les joueurs, etc. Même si le résultat compte pas dans ces matchs-là, les Fidji avaient gagné 31-10, même ça s'était joué à Sigatoka, je crois. Donc voilà, cette équipe samoane est un peu l'énigme. Moi, je pense qu'elle va pas faire grand-chose, mais on verra. Moi, j'ai hâte juste de voir quel est leur niveau de jeu réel, en sachant qu'elles sont au meilleur de leur niveau, etc. Donc on verra ce que ça donnera. Les États-Unis, pour moi, alors je suis rarement offensif parce que je suis fan du rugby féminin, etc. Mais je trouve que cette équipe états-unienne est un petit peu en faux semblant. C'est-à-dire que il y a énormément de bonnes joueuses, mais j'arrive pas à accrocher, quoi. Et quand je les vois jouer, pour moi, ce serait vraiment un gros exploit qu'elles arrivent à sortir les Australiennes. Parce que moi, je les ai regardées jouer plusieurs fois, le Pacific Four, les derniers matchs récemment, elles s'étaient fait taper face au Canada. Je suis pas fan. Alors après, peut-être que ça peut être sympa médiatiquement on sait qu'il y a Ilona Maher dans le groupe, etc., qui va jouer centre, donc forcément joueuse la plus suivie du monde, enfin joueuse / la plus suivie du monde de rugby, etc. Mais j'ai peur que cette équipe états-unienne elle déçoive beaucoup et que à l'approche évidemment, parce que 2030, alors attends, les coupes du monde c'est quand? 2027, 2029, 2031, 2033, 2033 c'est aux États-Unis. J'ai peur qu'en prévision de ça, voilà. Après, il y a des joueuses super intéressantes. Moi, je suis très très fan d'Aleph Kelter, qu'on a déjà vu au Sevens, qui est vraiment une joueuse très très bonne.
On m'avait aussi parlé, elle est où? De Hope Rogers, qui est une pilière extrêmement bonne d'ailleurs, qui joue en Angleterre. Mais voilà, Hope Rogers qui a apparemment sur une très très bonne forme. Et puis après, je crois que c'était à peu près tout. Voilà, c'est un groupe intéressant. Après, voilà, cette équipe états-unienne, va falloir la situer. Je pense que ce sera troisième de poule. On verra après les résultats, etc. Mais je suis pas emballé par cette équipe états-unienne. Le Canada ensuite. Là, on change de braquet. C'est l'équipe avec l'Angleterre, qui a le mieux travaillé sur le dernier cycle. Franchement, quand tu regardes, elles partent. Alors évidemment, elles perdent face à l'Angleterre en demi-finale en 2021. Un match dominé par l'Angleterre, mais tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose. Elles perdent la petite finale face à la France 36-0. Là, malheureusement, elles avaient baissé les bras. Mais alors, quand tu les regardes jouer, que ce soit sur les derniers Women 15, sur les Pacific 4 Series, que ce soit sur tout, c'est incroyable. Les Canadiennes sont incroyables et ça regorge, franchement, ça regorge de talent. Et c'est des joueuses dont vous n'entendez pas parler. Vous devez peut-être connaître, si vous y connaissiez, si vous connaissez en rugby féminin, Forteza et Pelletier qui jouent au Stade Bordelais. Il y a aussi Sarah Maud de la Chance qui joue à Bordeaux. Mais le talent dans cette équipe est quand même assez affolant. Ils ont je crois, la meilleure cage, entre guillemets, la meilleure première ligne, le 5 de devant, le plus complet derrière l'Angleterre, évidemment. Mais tu vois, quand ils ont replacé Sophie De Gude en deuxième ligne pour pouvoir mettre un peu plus de talent derrière, sans pour autant que ça pénalise Sophie De Gude, qui continue, elle, de buter pour les pénalités, etc. C'est un paquet d'avant assez énorme. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que quand on regarde, je vais vous montrer juste un truc, la liste des matchs du Canada, quand tu regardes ce qui s'est passé depuis la dernière Coupe du Monde. Donc la dernière Coupe du Monde où elles perdent contre la France en 2021. Donc c'est ce match... c'est pas 2021, c'est 2022. Donc c'est ce match-là, 36-0 à l'Eden Park. Depuis, alors, elles explosent l'Afrique du Sud. Les USA, elles perdent par contre la Nouvelle-Zélande, elles tabassent l'Australie. Double défaite contre l'Angleterre, elles gagnent contre le Pays de Galles. Défaite contre l'Angleterre, elles gagnent contre la France, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Irlande. Elles reperdent contre l'Angleterre. Et ensuite, c'est que des victoires et un match nul face à la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. C'est honnêtement, quand tu regardes la forme globale de cette équipe, depuis la dernière Coupe du Monde, elles n'ont perdu qu'une fois contre la Nouvelle-Zélande. Sinon, c'est que des victoires. Et sinon, c'est que des défaites contre l'Angleterre, ce qui peut être compréhensible. Je trouve ça dingue. Non, franchement, c'est ce que fait le Canada. C'est waouh. Elles ont une joueuse, moi, que j'ai appris à apprécier sur ce cycle, du coup, vu que j'ai souvent regardé le Canada, qui est Alex Tessier, qui est la capitaine, qui est... Oh, ils l'ont replacé en centre, c'est génial ce qu'elle fait. Ils ont ramené aussi Semanu Tafa. Je suis repris pour la prononciation, mais voilà, Bermudez aussi, qui je crois que faisait du Sevens. Hogan Rochester qui a des cannes de feu. Franchement, c'est pareil. Olivia Apps qui a fait du Sevens, qu'on connaît aussi, qui a un visage connu du Sevens. Franchement, Sempt aussi, qui était passé par Clermont, je crois. Ou non, c'est pas Clermont, c'était. Bon, on le voit sur le maillot, mais c'est le stade bordelais. Franchement, je peux pas vous toutes les décrire parce que je les connais pas toutes par cœur, mais cette équipe canadienne, moi, me fait plaisir à voir jouer. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire dans cette Coupe du Monde. Et honnêtement, je serais, je crois, plus déçu si les Canadiennes ne faisaient pas un résultat que si la France n'en faisait pas, tu vois, parce que quand tu compares les méthodes de travail, etc., le Canada a bouffé ces 3 ans à pleines dents. Ils ont vraiment appris plein de trucs, énormément de talent, ils sont allés chercher des joueuses, ils ont vraiment comblé leur effectif. Donc, franchement, ouais, le Canada, je peux en parler plus longtemps parce que sinon on va faire 200 minutes de vidéo. Mais le Canada, c'est l'équipe sur laquelle je compte sur cette Coupe du Monde pour un peu illuminer tout. Les Fidji, ensuite, pareil que les Samoa. Le problème de cette équipe, c'est que vous voyez que c'est essentiellement fourni avec du Sevens et les Fidjiennes à droit. Je ne les connais pas trop. Moi, je me souviens de la dernière Coupe du Monde, ils avaient une pilier droit qui était impressionnante. Je me souviens plus son nom, mais
là où en fait moi je m'attendais, elles font une bonne Coupe du Monde, hein, les Fidjiennes. Elles font une bonne Coupe du Monde, elles se font éliminer en poule, mais elles produisent du jeu, elles arrivent à faire des trucs intéressants contre l'Angleterre, même si évidemment elles sont balayées. Pareil contre la France, contre l'Italie, elles font un match intéressant aussi. Et depuis, je les ai regardées jouer 3-4 fois, ça a pas extrêmement, c'est pas extrêmement amélioré quoi. Alors je sais pas si c'est le manque de moyens, un petit peu comme les Samoa, on sait que dans ces pays-là, il y a des accusations de corruption, des détournements de fonds, etc. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas les moyens qui sont attribués à ces équipes-là, qui pourtant le méritent? On se pose la question. Après, cette équipe fidjienne, bon, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Je sais pas. Franchement, moi, j'ai une idée à peu près de leur niveau quand tu compares la poule, etc. Pour moi, c'est l'équipe chiante à affronter parce que physiquement, elles font mal. Après, si tu mets du rythme, tu vas les battre, mais on verra ce que ça donnera. Je peux pas, je connais même pas les noms. Alors, il y a des noms qui me parlent un peu, genre Vossé Vossé, ça me donne ça me fait penser à ce qui est soit la même famille que Vossé Vossé, qui est aussi un joueur masculin, mais voilà, je vais pas dire de bêtises et on va switch à l'Écosse qui, franchement, l'Écosse, c'est ma bonne surprise du dernier Six Nations. Il y a une joueuse qui est incroyable, qui s'appelle Rachel Malcolm, qui est incroyable à voir jouer, qui est folle. Avec Evie Gallagher en troisième ligne, c'est vraiment incroyable. Voilà, il y a aussi une joueuse que je sais plus son nom, je sais plus, c'est Emma, je crois que c'est Emma Vassell qui revient d'un. Il y a une joueuse je crois que c'est Emma Vassell, ouais, qui revient d'une maladie. Alors je sais plus si c'était une tumeur ou je sais plus quoi, mais en gros elle pouvait plus jouer au rugby. Elle est revenue pour la Coupe du Monde, ça a fonctionné, elle est revenue à temps. Je me souviens plus de son nom. Attendez, ça va me perturber, donc je préfère vous le. Emma Vassell, Scottish, ouais, je crois que c'est une tumeur exactement. Emma Vassell, donc c'est voilà, il y a voilà, cet article, etc. Tumeur bénigne au thorax et d'une opération au sternum, donc elle a eu ça cette année-là, beaucoup de frayeurs, etc. Et elle est revenue, donc ça c'est la belle histoire du côté écossais, mais après pour ce qui est derrière, ils ont aussi une 10 qui est phénoménale dans la régulation, dans l'animation, qui s'appelle Hélène Nelson, qui joue aussi en Angleterre, qui est folle. Elles ont une paire de centres avec Thompson et Orr qui est très 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 bonne. Et derrière, Rona Lloyd, qui je crois jouait à Bordeaux, Maggie qui avait fait un bon 6 Nations aussi, ils ont aussi Chloé Rowley qui joue à Toulon. C'est une équipe super intéressante, l'Écosse. Après, est-ce que ça rivalisera pour la deuxième place avec le Pays de Galles? Je pense que l'Écosse a un léger avantage. Euh, Après, est-ce que le Pays de Galles peut les surpasser? Pour le Pays de Galles, les joueuses à surveiller qui vont être intéressantes, c'est Gwenlyan Pierce, qui est une pilier, mais extrêmement puissante. Ensuite, on a Jenny Scoble aussi, pareil, super intéressante. Cecilia Tuipulotu, qui je crois fait partie de la famille de Carwin Tuipulotu, qui joue à Pau. Alors, il y a toute une famille Tuipulotu dans les îles britanniques. Puis après, Calendar aussi, qui est super intéressante en troisième ligne. Je crois que Georgia Evans m'avait tapé dans l'œil aux 6 Nations. Mais après, voilà, Bevan aussi, qui est une bonne demi de mêlée. Jasmine Joyce, qu'on connaît beaucoup pour le Sevens, qui est super intéressante. Après, vous voyez quand même que toutes les joueuses galloises jouent en Angleterre, hein, sauf celles qui jouent au Gwalia Lightning. Et voilà, une équipe intéressante pour le Pays de Galles. Après, sur la destination, tu voyais quand même que ils font des matchs intéressants, mais il y a quand même beaucoup de galères dans cette équipe. Et c'est pas vraiment dû aux sportifs, c'était plus par rapport à, comment dire, à l'administratif, parce que leur fédération, il y a quelques mois, voulait leur faire signer de force des nouveaux contrats qui rabaissaient un petit peu leurs conditions de travail, les salaires, etc. Du coup, ils avaient dit non. Du coup, ils étaient entrés dans un bras de fer avec les Galloises. Il y avait eu des menaces, c'était avant le Women 15. Et il y avait eu des menaces de pas déposer forfait pour le Women 15, mais du coup de ne pas envoyer cette équipe-là au Women 15 et d'envoyer les U20, ce qui faisait que à cause de ça, si les Galloises ne faisaient pas un bon résultat au Women 15, elles n'étaient pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Du coup, il y avait ce truc de fou, franchement, quand tu le lis. En gros, la fédération
était à la limite de dire si vous signez pas les contrats, vous n'avez pas la Coupe du Monde, ce qui est totalement fou. Et donc, ce qui fait que voilà, ça a toujours un petit peu, il y a eu des vagues, mais c'est un groupe intéressant, mais qui à cause de ces vagues-là extra sportives font que elles sont quand même un petit peu derrière l'Écosse, qui certes elles aussi ont des problèmes avec leur fédération, mais peut-être un peu moindre que le Pays de Galles. La poule C, l'Irlande. L'Irlande, la bonne surprise, c'est la sélection de Ife Wafer. Alors, si vous voyez ça, Aoif, ça se prononce pas Aoif, c'est Ife. Ife Wafer. Donc, voilà, l'Irlande qui est franchement super intéressante, qui a été super intéressante sur le Six Nations, qui a vraiment mis des difficultés à la France sur le premier match. Elles ont des joueuses très, très, très intéressantes. Linda Djougang, notamment, qui est une pilier droit, mais t'as pas envie de la prendre dans le rab, c'est un peu comme Maud Muir. C'est des joueuses que t'as pas envie de prendre dans la tronche. Et donc voilà, Molony McDonald aussi qui avait été pas mal sur la dernière Six Nations. Qu'est-ce qu'on avait donc? On a Weifer. Pour moi, ce qui fait vraiment mal à cette équipe, c'est qu'on a Edel McMahon qui est une des co-capitaines qui est super intéressante, mais c'est l'absence d'Erin King qui est une troisième ligne qui avait été citée parmi les meilleures joueuses du monde ou alors les meilleures révélations du monde l'année dernière sur les World Rugby Awards, qui est une joueuse super intéressante mais qui fait des grattages. C'est 3 ou 4 par match minimum. C'est une joueuse, mais dans ce secteur-là, elle était folle. Et c'est vraiment dommage qu'elle soit pas là pour cette équipe irlandaise parce qu'elle apportait vraiment des momentum exceptionnels, notamment en défense, quand tu chiais, enfin quand tu étais vraiment en train d'en chier dans ton camp, que ce soit face à l'Angleterre ou face à la France. C'est une joueuse qui arrivait à faire des grattages, qu'importe le nombre de joueuses qu'elle avait sur le dos, elle arrivait à rester dessus, c'était vraiment impressionnant. Et qu'elle soit pas là, c'est vraiment dommage. Après, Ife Wafer, voilà, il y a toujours ses 22 ans seulement, mais toujours ses... Alors je sais plus de quoi elle était blessée, mais pareil, elle a été sélectionnée malgré tout, donc je me doute que peut-être que sur les premiers matchs de poule, elle va pas être sélectionnée. Donc on verra, en sachant qu'elle joue la Nouvelle-Zélande sur le dernier match, donc bon, t'as peut-être le temps de voir venir. Après, pour les joueuses intéressantes, Flood qui peut être replacée en 15 avec Dana O'Brien qui est plutôt la 10 titulaire désormais. Ife Dalton aussi qui avait été très très intéressante sur le dernier Six Nations. Et puis après Costigan aussi Costigan, joueuse très intéressante. Pour cette équipe irlandaise, en vrai, j'ai l'impression voilà, le plus grand défi c'est un petit peu les blessures. Est-ce que tu arrives à conserver Ife Wafer? Ça peut être compliqué entre guillemets cette compétition. C'est que je crois que devant elles avaient une pilier aussi qui était une talonneuse qui était incertaine. Je sais plus où j'avais vu ça. Mais voilà, après cette équipe irlandaise, elle rivalise. Elle arrive à faire des trucs intéressants face à l'Angleterre. Elle peut battre la France vraiment dans un bon jour. Et c'est vraiment la troisième meilleure nation européenne, avec quand même un écart entre la France et l'Irlande. Mais dans cette poule C, on verra si elle peut pas être victime de surprise. Ensuite, le Japon, c'est un petit peu pareil, malheureusement, que les Samoa et les Fidji. C'est des équipes que je peux pas regarder, en fait. Je n'ai pas trouvé de match. Je vous avoue que j'ai pas trouvé de match, donc je sais pas à quoi m'attendre de cette équipe. De cette équipe japonaise. Je crois que j'avais vu des highlights. Vous savez très bien que les highlights, c'est tellement pas la réalité qu'au final, je peux même pas me baser. Je sais juste qu'ils avaient fait 2 confrontations face à l'Espagne début juillet. Elles avaient gagné 2 fois, je crois, par 10 ou 15 points d'écart. Et donc, sur ce point-là, voilà, elles semblent être meilleures que l'Espagne, qui est d'ailleurs dans leur poule. Après, est-ce qu'elles battront l'Espagne durant la compétition avec l'équipe espagnole qui va disputer sa première... c'est pas sa première Coupe du Monde, l'Espagne, mais en tout cas, c'est... on peut regarder, mais... Ah mince, c'était où j'avais vu ça? Les participations, les squads. L'Espagne avait déjà joué des Coupes du Monde avant. Et donc, on est quand même voilà, sur une équipe japonaise qui devrait être meilleure que l'Espagne. Après, on verra. Ensuite, enfin, surtout, enfin pas enfin, mais surtout la Nouvelle-Zélande dans cette poule C qui est... Ça fait mal. Franchement, tu regardes le groupe, c'est assez impressionnant, notamment sur la troisième ligne et la ligne arrière. Alors, il y a quand même des joueurs intéressantes, hein, Ponsonby notamment, qui est super impressionnante. Vilico, pareil, qui est une boule de puissance. Je me souviens de Kaluni Valley aussi.
C'est un bon 5 de devant. Bremner, Maya, alors c'est Maya Kawanaka Olani, Serena Tourepou Rousse, qui avait sauvé le pays sur la dernière finale de Coupe du Monde, qui avait permis à la Nouvelle-Zélande de gagner en contrant une touche dans ses 5 mètres, etc. Qui est un petit peu l'héros au pays. Avec les sœurs Bremner qui sont aussi super intéressantes. Et voilà, c'est un bon 5 de devant. Après, on verra qui est meilleur. Mais par contre, derrière, ça peut être incroyable. Notamment Georgia Miller qui a été incorporé du Sevens, qui est super intéressante. Michael et tout aussi. Derrière, on a rappelé Stacy Waka. On a sorti de sa retraite Portia Woodman-Wycliffe. On a pris Roy Demond, qui est une des piliers, sans mauvais jeu de mots, de l'équipe, qui est vraiment une 10-12, qui peut être vraiment dans la distribution, dans l'attaque, etc. On a Kelly Brazier pour la seconder. C'est vraiment l'expérience, cette équipe. Ayesha Leti Liga aussi, qui est là, qui est pareil, une ailière petite, mais alors puissante, un petit peu dans le style Sosoni Buka, que vous pouvez connaître, très très puissante, très, très chiante à plaquer. Et voilà, Sylvia Brunt aussi au centre. Voilà, ils ont des centres intéressants. Je pense qu'ils ont mis Dement en tant que fly half, mais ils peuvent quand même la faire jouer au centre. Après, on a quand même 4 joueuses au centre qui peuvent jouer. On a Stefano et Waka qui, je crois, peuvent jouer aux ailes aussi. Voilà, c'est un peu le comble de la polyvalence dans, dans cette équipe de Nouvelle-Zélande et qui va être une des grandes favorites de la compétition. Le dernier groupe, c'est l'Espagne, avec quand même quelques joueuses qui jouent en France, hein, avec Garcia qui joue au Loup, on a 2 joueuses du Stade Rennais, Castello Martinez, on a une joueuse à Bobigny, on verra qu'il y a une autre joueuse de Bobigny qui joue dans notre pays, pas hispanique, mais portugophone, je sais pas si c'est un mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on a Amalia Argudo, que je connais un peu, qui joue au Stade Toulousain, qui est vraiment une joueuse super intéressante, 10, 12, 15, elle a cette polyvalence-là, très bon contrôle du ballon, très bonne passe, un jeu au pied vraiment bon. Voilà, qui joue plutôt 10 avec l'Espagne, au Stade Toulousain c'est plutôt 12 ou 15, en sachant que tu as Kérois, voilà. Mais voilà, après on a Vinuesa qui est au Stade Français, mais ça c'est l'élite 2, et Piquero qui joue aussi à la section paloise, et ça aussi c'est l'élite 2. Après, vous pouvez peut-être connaître Claudia Pena, qui est un petit peu la superstar de cette équipe. Il y en a peu des joueuses qui jouent en Angleterre, elles sont 3. On a Delgado, qui est une des vice-capitaines d'ailleurs, avec Capel, et du coup Claudia Pena qui joue au Harlequins et qui a fait une grosse saison avec les Harlequins. Franchement, une bonne, de ce que j'avais entendu avec un journaliste anglais, bonne saison avec les Harlequins. Joueuse super intéressante, voilà, un petit peu dans le style d'Argudo, la puissance des appuis, la vitesse, etc. Donc sur ce point-là, voilà, l'Espagne, c'est quand même la grosse outsider de cette poule C. Après, on verra en fonction de la physionomie des matchs dans la poule, etc., que ça peut être une surprise. La poule D, malheureusement, je ne connais pas le Portugal. Je connais Thaïs Priost qui joue à Bobigny, parce que j'ai vu du coup les publications de Bobigny sur les réseaux sociaux pour la féliciter d'avoir été sélectionnée. On a quand même des joueuses qui jouent en Nouvelle-Zélande. On a Natalia Jong qui joue au Brothers Rugby Club. On a Lima qui joue au Counties Manuko, qui est dans la banlieue d'Auckland. On a Graf qui joue aussi au Brothers Rugby Club. Et pour le reste, je ne connais pas. Moi, je connais Rachel Kohan qui joue, qui est septiste avec du coup l'équipe du Brésil féminin. Et je m'attendais aussi à voir Talia Costa dans les arrières et lière, pardon. Elle n'est pas là, Talia Costa, qui était une joueuse, voilà, je crois que c'est la meilleure marqueuse de l'histoire du Brésil, super rapide, petite. Voilà, vous pouvez chercher des vidéos. Talia Costa, ça s'écrit comme ça se prononce, avec un H après le T. Joueuse qui, je pense, aurait pu faire du bien. Après, je sais pas si elle a été blessée ou quoi, mais voilà, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Mais du coup, le Brésil, voilà, gros outsider du côté de la poule D. La France, bon, on a déjà parlé un petit peu. Que dire, en plus de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo où j'ai présenté un petit peu toutes les joueuses. Ce qui est bien, c'est qu'après l'Angleterre, il n'y a pas eu de blessure. Donc ça, c'est vraiment un gros soulagement. Il n'y a pas eu de blessure. Il y a eu une petite béquille sur Rose Bernadou. Le reste, ça va. Il n'y a pas eu de blessure. Il n'y a pas de joueuses qui ont déclaré forfait. Il y a pas, voilà, ça a été plutôt bon. Et pour le reste, bon, qu'est-ce que je vous dis sur cette équipe de France? Je pense que
Je peux pas vous. On verra. Je pense qu'on va pas faire au cas par cas, mais on va faire plus globalement. C'est juste que là, Tainamaka, du coup, c'est pas une flanqueur, c'est plus une deuxième ligne. Et ensuite, ils ont mis Karla Neysen en demi de mêlée. C'est pas demi de mêlée, c'est centre. Avec Marine Ménager, ils ont mis elle, c'est centre. Et après, c'est Keroy qui peut jouer aussi demi de mêlée. Voilà. Donc là, tu as l'impression que c'est que deux centres, mais avec Neysen qui est marqué comme demi de mêlée et Ménager qui est marqué comme ailière. Ne vous inquiétez pas, on a des centres dans cet effectif. Et enfin, l'Italie, qui est une équipe, franchement, pareil, un petit peu comme l'Écosse, que j'ai beaucoup aimé découvrir sur les destinations. Il y a des joueuses super intéressantes. Franchement, des joueuses super intéressantes. Turani en pilier que j'ai beaucoup aimé. Douka, Fedrighi qui avait joué au Stade Toulousain aussi. Tunesi qui joue à Montpellier, qui joue désormais au Stade Bordelais. Ranuccini qui est flanqueur, etc. Alors Giordano, je crois que j'ai vu jouer, mais je m'en souviens pas. Sgorbini qui pareil joue à Clermont et qui est franchement impressionnante. Franchement, les plaquages, les grattages. Elle a des mains, elle sait jouer. Franchement, c'est ma joueuse à suivre du paquet d'avant. Italien, super intéressante. Après, il y a voilà, Veronese qui joue à Toulon. Bitonchi, là, on passe au demi de mêlée, qui est. Alors, je sais pas qui c'est qui va être titulaire, parce que Bitonchi, Granzotto et Stéphane, c'est vraiment super intéressant dans la rotation des demi de mêlée. Et puis après, bon, elles ont 4 demi de mêlée. Vous doutez bien qu'elles n'ont pas 4 demi d'ouverture, pardon. Elles n'ont pas 4 demi d'ouverture. Je crois qu'il y en a qui jouent arrière ou ailière, parce que là, il n'y a que 2 ailiers ou arrière. Exemple, Aura Muzzo, ils le mettent au centre, mais elle peut jouer à l'aile. Rigoni peut jouer 10. Enfin, il y a pas mal de polyvalence. Il n'y a pas 4 demi d'ouverture, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Aramuzzo. Elle a montré beaucoup de choses. Dinka aussi est super intéressante. Vittoria Ostuzi-Minozzi qui forme avec 3 joueurs, ça forme un petit peu le triangle arrière de cette équipe italienne. Après voilà, cette équipe italienne, on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est un petit peu le grand danger de l'équipe de France dans cette phase de poule. Vu que c'est le match d'ouverture, on y reviendra après. Et ensuite, pour l'Afrique du Sud. Alors, pour l'Afrique du Sud, on voit quand même qu'il y a beaucoup de joueuses qui proviennent du même club. Les Bulls Daisies, je ne sais pas si on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, quasiment un peu moins que la moitié de l'équipe qui viennent du même groupe. Peut-être que vous connaissez Libby Janssen van Rensburg, qui est un petit peu une des cadres de cette équipe. Après, pour le reste, je vous avoue que même si j'essaie de regarder durant les 1-15, c'est un petit peu compliqué de me tenir au fait. On m'avait parlé de Gunther, du coup, qui joue à Leicester, vu qu'évidemment, dès qu'il y a une joueuse qui joue en Angleterre, c'est quand même pas mal. Et Lochner aussi, qui joue à le Queens. Et pour le reste, voilà, c'est une équipe, l'Afrique du Sud, extrêmement puissante devant. C'est pour ça que d'ailleurs, je crois que c'était je crois que c'était avant le dernier 6 Nations féminin, ils avaient fait un entraînement dirigé face à la France, à Marcoussis, pour justement que la France se confronte à cette puissance devant et que l'Afrique du Sud se confronte au savoir-faire français devant. Et voilà, ça va être une équipe du coup extrêmement chiante à jouer devant parce qu'elle est puissante, etc. Après, je pense que dès que tu commences à écarter, ça commence à flancher. Et après, c'est le nombre de caps qui peut être intéressant. On voit quand même que il y a quand même une tendance qui se dégage. L'Italie qui surprend quand même, ils sont à 1206 caps, mais l'Angleterre 1421. Scarad qui est à 118, c'est horriblement trop. La France qui est à 720 par exemple, tu vois que le Canada par 893. Après, est-ce que ça veut forcément dire, tu vois, quand tu regardes la Nouvelle-Zélande qui est à 600 caps, bon, alors qu'on part au Japon qui est à 744, on verra si c'est significatif, mais voilà, on va passer à autre chose. On va passer du coup à l'analyse cas par cas. On va faire un petit peu les pronostics, la preview en même temps, ce que je vois sur ces phases finales. Avec donc la physionomie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'Angleterre contre les États-Unis en ouverture. Ça, Sunderland, c'est au Stadium of Light, je crois. Avec Australie-Samoa ensuite. Angleterre-Samoa pour la deuxième journée. États-Unis-Australie pour la deuxième aussi. Et enfin, États-Unis-Samoa et Angleterre-Australie. Quel match sont intéressants dans cette poule? On va mettre les encadrés. Et le code couleur aussi, pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Pour moi, les matchs en rouge, qui sont encadrés en rouge, c'est certain que l'équipe favorite va gagner. Donc, c'est-à-dire qu'Angleterre et États-Unis,
L'Angleterre va gagner, l'Australie va gagner contre les Samoa, l'Angleterre va gagner contre les Samoa. Mais quand j'encadre en vert, ça veut dire que c'est aux alentours des 50-50. Ça peut être 65-35, 60-40. Et donc là, pour moi, l'Australie gagne. Mais si ils sont un petit peu, ils se la prennent un petit peu, voilà, ils disent qu'ils vont gagner avant d'avoir joué le match, les États-Unis peuvent faire un coup, même si je pense que l'Australie va gagner. Ensuite, États-Unis-Samoa, je pense que les États-Unis ont quand même la ressource nécessaire pour gagner contre ces Samoa, et puis ce serait vraiment une humiliation de finir derrière les Samoa au classement. Et puis Angleterre-Australie, même si l'Australie a une équipe intéressante, pour moi l'Angleterre a quand même plus d'arguments pour terminer cette poule avec un 15 points acquis sur 15 joués. Donc voilà, pour la poule B, on commence par le match qui va être ultra chaud. Pour moi, Écosse-Pays de Galles, je pense que c'est du 55-45 en faveur de l'Écosse, mais le Pays de Galles a la ressource pour battre cette équipe écossaise. Pour Canada-Fidji, pour moi, les Canadiennes vont faire un 3 sur 3 durant les phases de poule, que ce soit contre les Fidji, le Pays de Galles ou l'Écosse. Écosse-Fidji, pareil, je pense que l'Écosse va gagner contre les Fidji et que le Pays de Galles va gagner contre les Fidji. Donc ça donne cette poule B poule A ou B où je vois qu'un match décisif et c'est pour un petit peu entre guillemets la deuxième place qui va être importante pour la suite. Après pour les poules C et D, alors là, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. On a 3 matchs entre guillemets incertains ou pas, et vous allez découvrir un nouveau code couleur. Donc je pense que l'Irlande va gagner contre le Japon, je pense que la Nouvelle-Zélande va gagner contre l'Espagne, mais qu'est-ce que ça veut dire le cadre jaune? Eh ben je pense que là on est entre le 100% sûr et le 60-40, donc c'est peut-être du 80-20, c'est-à-dire que l'Irlande, en sachant que après t'as la Nouvelle-Zélande, va peut-être faire tourner contre l'Espagne, et cette équipe d'Espagne qui viendra de perdre contre la Nouvelle-Zélande voudra peut-être se remettre à l'endroit et surprendre cette équipe d'Irlande. Et c'est pour ça que, même si après, tu vois, je vois quand même le Japon être 60-40 de certitude de victoire face à l'Espagne, j'imagine bien voir l'Espagne faire un coup. Pour moi, ce serait chiant dans cette compétition si on n'avait pas de surprise, si on n'avait pas notre Chili face à... Non, pas notre Chili, notre Portugal face aux Fidji, ou notre Uruguay face aux Fidji, ou je sais pas quelle autre victoire il y a eu marquante, mais 2015 c'était quoi? Le Japon face à l'Afrique du Sud. Et je pense que voilà, les matchs en jaune, ça peut être les grosses surprises donc on attend tant dans ces compétitions. Après Nouvelle-Zélande, Japon, voilà. Japon-Espagne, c'est je pense du 60-40 en faveur du Japon, mais si l'Espagne parvient à battre le Japon juste après avoir battu l'Irlande, ça peut être assez exceptionnel de retrouver l'Espagne en quart. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais voilà, ça peut être un concours de circonstances qui fait que l'Espagne peut faire quelque chose d'assez fou dans cette compétition. Et après Nouvelle-Zélande-Irlande, là c'est vraiment du 90-10 en faveur de la Nouvelle-Zélande. Mais l'Irlande, qui devrait récupérer Wafer sur la fin de la phase de poule, pardon, peut peut-être mettre en danger cette équipe néo-zélandaise. Pour la poule D, France-Italie, pourquoi je... Alors, normalement, j'aurais mis en rouge parce que... Enfin, pas en rouge, j'aurais mis en... Si, j'aurais mis en rouge, mais... En vrai, quand tu regardes le dernier match du 6 Nations et la forme des deux équipes, je suis obligé de le mettre en jaune. Je suis obligé de le mettre en jaune. Parce que même si je pense que c'est du 70-30 en faveur de la France, l'Italie a quand même cette incertitude de pouvoir jouer extrêmement bien sur un match et totalement pourri le match suivant. Donc voilà, sur ça, je mets l'équipe de France en potentielle défaite sur ce match-là. Après, je vois quand même la France gagner contre le Brésil et contre l'Afrique du Sud, mais attention à ne pas finir deuxième sur cette poule parce qu'après on verra que ça a des conséquences assez énormes. Ensuite, Afrique du Sud, Brésil. Là, je l'ai mis en jaune. Je pense qu'on est quand même sur du 95-5. Pourquoi j'ai mis ces 5% parce que je ne sais rien du Brésil. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, j'ai rarement vu jouer le Brésil et je ne sais pas ce que ça donne face à l'Afrique du Sud. Donc peut-être qu'au niveau de... Je ne sais pas si l'Afrique du Sud n'est pas dans le rythme, si voilà, ça te choque, etc. Le Brésil peut tenter quelque chose, mais je vois quand même l'Afrique du Sud gagner. Et le match suivant, Italie-Afrique du Sud,
S'il advenait que je me trompe sur le niveau de l'Afrique du Sud et que ça explose le Brésil, en vrai, face à une Italie qui aurait peut-être perdu ses espoirs de première place dans la poule D, choc, etc., peut-être que l'Italie pourrait se faire surprendre par l'Afrique du Sud. Et donc sur ça, c'est pour ça que je le note en jaune, mais ça doit être en vrai du 80-20 ou du 75-25. Donc voilà, après Italie-Brésil, bon, l'Italie devrait gagner, la France contre l'Afrique du Sud, j'en ai parlé. On passe du coup au classement des poules. On n'oublie pas que les 2 premières places de chaque équipe sont qualificatives pour la compétition. Et donc, on a pour moi donc l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la France qui sont les têtes de série qui vont finir première de leur poule. Et donc après, j'ai quand même noté les incertitudes. C'est-à-dire que je vois quand même l'Australie finir deuxième, mais les USA peuvent les surprendre. Pareil, inversement, les USA en troisième place, mais l'Australie, etc. La seule poule où je me dis qu'il n'y a pas vraiment de surprise, c'est la poule D. Et derrière, le Japon ou l'Espagne ou le Japon. L'Écosse ou le pays. Ah, j'ai mis PSG, alors c'est pas du tout le, le PSG, mais c'est le Pays de Galles. Donc ça donne ça sur la physionomie des classements, enfin, sur les pronostics des classements des poules, avec donc des phases finales qui donneraient ceci. Avec, voilà, ça donnerait ça. Donc ça donnerait la première de la poule C, donc la Nouvelle-Zélande, contre la deuxième de la poule D, l'Italie. Donc ça ferait Nouvelle-Zélande-Italie, Canada-Australie, parce que tchac-tchac, Angleterre-Écosse ici, et France-tchac contre l'Irlande. Sur le troisième quart de finale. Après, pour les phases finales, j'ai l'impression que voilà, il va pas y avoir énormément de surprises, qu'on va se retrouver avec Nouvelle-Zélande, Canada et Angleterre-France. Et c'est là où je me disais, en vrai, ce serait horrible que l'équipe de France perde l'Italie. Pourquoi? Perde contre l'Italie. Pourquoi? Parce que si l'équipe de France venait à se trouver en deuxième position, ils prendraient la Nouvelle-Zélande en quart. Admettons qu'ils gagnent. Ils prennent le Canada en demi. Et admettons qu'ils gagnent, ils prennent l'Angleterre en finale. Ce serait à la fois, je pense, la manière la plus chevaleresque de gagner la compétition et en même temps la méthode la plus compliquée parce que tu prends les 3 meilleures équipes du monde dans la tronche sur des matchs de phase finale. Ça va être, ça serait chaud. Voilà, ça serait chaud. Après, si vous n'avez pas encore sauté de votre siège en ayant vu que je mettais la France en petite finale, et ouais, battre l'Angleterre en demi-finale. En fait, l'équipe de France ne nous a pas encore montré, on va essayer de ne pas être trop perso, mais ne nous a pas encore montré qu'elle est capable de maîtriser un match de bout en bout, ou alors au moins de minimiser les temps faibles. C'est-à-dire que les derniers matchs de l'équipe de France face à l'Angleterre où elle a 2 doigts de gagner, c'est en 2023 quand ça finit en 43-34 ou je sais pas, avec une deuxième mi-temps super folle. Et le match de ce 6 nations-là où l'Angleterre abandonne totalement la deuxième mi-temps et l'équipe de France se retrouve dans une espèce de frénésie offensive où c'est absolument génial ce qu'on voit. Mais la première mi-temps, tu passes tellement du tout au tout que ce qui s'est passé en deuxième mi-temps ne te permet pas vraiment de dire waouh, on peut les battre à la Coupe du Monde. C'est simplement un espèce de regain d'énergie qui fait que voilà, l'équipe de France n'a pas montré, que ce soit sur ce match de préparation ou sur le dernier match, qu'elle est capable de rivaliser devant avec les avants anglais. Elle n'est pas capable de, même si elle n'a pas la possession pendant 10-20 minutes, elle n'est pas capable de courber les chines, mais de ne pas prendre d'essai, de minimiser les points pris. Et elle peut se retrouver dans des situations face à l'Angleterre où elle prend 20 ou 30 points en l'espace de 20 minutes. Et c'est beaucoup trop. Et sur ça, peut-être que je serais agréablement surpris si l'équipe de France arrive à faire ça sur cette Coupe du Monde, sur cette demi-finale face à l'Angleterre ou qui que ce soit d'autre, parce que je suis pas Nostradamus, pardon. Mais sur ce cas-là, pour l'instant, voilà, il va falloir convaincre un petit peu les observateurs pour cette équipe de France de montrer qu'elle peut battre l'Angleterre. Et si elle le fait, ce sera incroyable. Après, pour la deuxième demi-finale, Nouvelle-Zélande-Canada, pas de surprise sur l'écart, mais dans la logique de ce que j'ai dit tout à l'heure, je vois bien un Angleterre-Canada en finale. Et là, le Canada battre la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que le Canada a quand même une expérience collective qui est beaucoup plus importante que la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande, elle fait quand même une saison post-Coupe du Monde qui est pas ouf. Elle fait une deuxième saison post-Coupe du Monde, c'est-à-dire je crois que c'est 2023
2023 et 2024, c'est bien, mais c'est pas ouf. 2025, ils ont mis les joueurs de Sevens, ils ont rappelé des joueuses, Woodman Cliff, Miller, etc., qui ont rapporté des choses devant. Mais ce que j'ai peur, c'est que cette équipe néo-zélandaise, collectivement, autant en attaque, elle peut faire des choses folles, mais en défense, quand ça va être chiant, quand le Canada va t'envoyer ses piliers, ses troisième lignes et ses deuxièmes lattes dans la gueule pendant 10 ou 15 ou 20 ans de jeu proche de ta ligne, j'ai peur que tu craques et que tu ne sois pas suffisamment organisé et que tu n'aies pas suffisamment d'expérience collective pour aller l'emporter. Et donc sur ce point-là, je vois quand même le Canada réussir l'exploit de battre la Nouvelle-Zélande, même si c'est pas vraiment un exploit, mais c'est une belle victoire, quoi. Et sur la finale, j'en arrive à cette conclusion que s'il y a une équipe qui peut battre l'Angleterre en finale, c'est le Canada. Voilà, c'est le Canada qui peut faire quelque chose sur cette finale. J'aimerais bien que le Canada fasse quelque chose, ce serait marrant pour que... bon, là, c'est un petit peu l'esprit français qui parle, mais que l'Angleterre perde à la maison avec autant de certitude, etc., ce serait marrant, voilà, ce serait juste marrant, pas être sadique, mais ce serait marrant que ça arrive si l'Angleterre venait à perdre en finale. Ce serait absolument terrible et en même temps très très marrant d'un point de vue français. Et voilà, pour la petite finale, je me prononce pas. Franchement, ça sera un match magnifique, Nouvelle-Zélande-France en petite finale. Mais c'est sûr que vous savez ce qui se passe sur les demi-finales, il y a des équipes qui abandonnent un petit peu, qui jouent pas la petite finale à fond. Bon, on verra ce que ça donne. J'aimerais bien que l'équipe de France gagne, après elle sera pas favorite. Mais voilà, je me prononce pas sur ce match. Et on verra ce que ça donnera. Donc voilà mes pronostics, ma preview, mon analyse un petit peu de toute la Coupe du Monde. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si je dis pas de... je sais plus si j'ai des trucs à dire, parce que c'est tellement de temps que je parle que j'ai l'impression d'être un fou. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, si vous êtes allé jusqu'au bout, merci infiniment. Vous êtes je pense que vous êtes plus dingue que moi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, donc il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine sur les 10 joueuses à suivre de la Coupe du Monde. Si vous avez suivi la vidéo, vous avez peut-être des indices sur les joueuses que je vais dire. Et après, on passera sur la preview top 14. On débriefera aussi les matchs du 15 de France après. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des rectificatifs, des précisions en commentaire, je serai le premier à vous dire merci de me les avoir fait savoir. Et voilà, bonne Coupe du Monde à tous.